Je suis docteur en droit et je suis psychologue également. Donc là, c'est au titre de psychologue que je vais intervenir. Je suis psychologue près la Cour d'appel de Paris et psychologue près la Cour de cassation, c'est-à-dire simplement ça veut dire qu'il y a une reconnaissance nationale et que je peux faire des expertises un petit peu partout en France. Vous allez nous expliquer quelles sont vos missions avec les victimes de viol, bien entendu. Dans quel cas vous intervenez? Bien. Alors, l'expert peut être nommé par deux personnes, soit sur requête par le procureur, soit par ordonnance par le juge d'instruction. C'est bien plus souvent, effectivement, par ordonnance avec une nomination par un juge d'instruction. Le juge choisissant l'expert soit sur la liste des experts, soit l'expert qu'il veut. Dans ce cas-là, l'expert devra prêter serment, mais le juge est libre de choisir qui il veut comme expert. Le juge donc envoie une ordonnance avec une mission et l'expert répond pour savoir s'il accepte la mission, s'il trouve que le temps imparti est un peu court, s'il demande un prolongement de la mission, ou s'il le refuse parce qu'il a trop de travail et qu'il ne peut pas la rendre dans des délais raisonnables. Voilà en général ce qui se passe. L'expertise peut être faite par le psychologue seul, par deux psychologues en co-expertise, si ce sont des dossiers lourds, difficiles et qu'on estime que le juge pense que le regard croisé peut être important. Et parfois, on a des expertises où le juge nomme le même expert, à la fois pour expertiser l'auteur présumé, je précise bien présumé parce que la présomption d'innocence est maintenant quelque chose de très important, et le plaignant. On ne dit pas victime, on dit plaignant pendant toute la durée de l'expertise. Cette façon de faire qui peut paraître un petit peu étonnante peut être intéressante pour essayer de comprendre les liens, les relations qui peuvent exister entre les deux personnes, en particulier s'il s'agit de viols intrafamiliaux et en particulier d'inceste, pour essayer de comprendre la relation tout à fait particulière, par exemple entre un père incestueux et une fille victime d'inceste. Étant, l'expert convoque la personne par lettre simple et non pas par lettre recommandée, et il n'a qu'une seule personne à convoquer, c'est la personne qui est citée dans la mission, et donc la personne qui se dit victime de faits de viol. Ce n'est pas du tout pareil au pénal et au civil, puisqu'au civil, il y a le principe du contradictoire, et que là, plusieurs personnes peuvent assister à l'expertise. Tandis qu'au pénal, là, c'est une relation duel, il n'y a que deux personnes. L'expert est seul, il n'y a pas l'avocat, il n'y a personne d'autre, et l'expert est seul avec la personne qui est plaignant ou plaignante dans une affaire, comme une affaire de viol. On ne parle plus de crédibilité, mais cette notion, elle est sortie par la porte, mais elle revient par la fenêtre avec des questions qui... est-ce que c'est bien, ce qu'on peut voir peut être véritablement mis en rapport avec une agression sexuelle? Donc on voit quand même que cette notion est sous-jacente à la mission et que cela existe malgré tout toujours. L'expertise, c'est d'abord un entretien clinique. C'est la base de toute expertise, c'est d'abord l'entretien. Avant l'entretien, il faut déjà que l'expert se présente, et s'il s'agit d'une victime de viol, lui expliquer le rôle et mettre quelqu'un en confiance, parce que souvent une expertise c'est quand même difficile à vivre, ça va réactiver beaucoup de choses, on va demander de raconter ce qui s'est passé, donc c'est quelque chose de difficile. Donc il y a d'abord cet entretien où on va demander à la personne de décrire son histoire de vie, son trajet de vie, vie personnelle, vie sociale, vie professionnelle, vie sexuelle également, puisque là on est dans un sujet sexuel, et essayer de voir ce qu'il en est par rapport à un
pose la question de savoir s'il y a un vécu traumatique avant les faits qui sont dénoncés. Donc ce vécu traumatique, s'il existe, si la personne le cite, parfois elle va l'occulter, mais si on a des documents qui montrent cela, on peut quand même dire « mais vous ne m'avez pas parlé de tel ou tel fait grave qui vous est arrivé dans votre jeunesse, dans votre enfance ». Je pense que ça, c'est important parce que s'il y a eu un vécu traumatique, s'il y a eu des carences affectives dans l'enfance, tout cela crée une vulnérabilité, crée une fragilité psychique qui va faire que le ressenti sera d'autant plus grand. Et mais il existe aussi des faits qui sont, on parle de circonstances aggravantes par rapport à un viol, circonstances aggravantes étant si le viol a été commis par un proche ou avec une arme. Et on voit bien qu'un inceste ou un viol sous la menace d'un revolver, ça n'est pas la même chose, effectivement, pas tout à fait la même chose que un viol qui se passe avec toute une séduction qui va jouer sur l'absence de consentement de la victime. Donc tout cela est important. Ensuite, après cette anamnèse, on va demander à la personne le récit des faits dénoncés. Et en lui demandant, d'abord on va reprendre exactement ce que dit la personne, je crois que c'est très important d'avoir ses propres mots, et surtout, par rapport à cette personne, essayer de voir quelles étaient, nous ne faisons pas une enquête de police, ce n'est pas le rôle de l'expert, mais essayer de lui faire parler des sentiments, de l'éprouver, éprouver subjectif, son ressenti sur le plan émotionnel, juste avant, pendant, juste après le viol qui est dénoncé, et puis également ce qu'il en est le jour où nous voyons ce plaignant ou cette plaignante. Parce que cela peut se passer des mois après les faits qui ont été dénoncés. Donc tout cela est important et tout cela doit être noté dans le rapport. Ce rapport, il va reprendre l'entretien, il va reprendre ensuite donc les faits que dénonce la victime, simplement sans attitude de jugement, sans rien dire par rapport à ce que dit la victime. Et puis après, il y aura, ça peut se faire, certains le font, d'autres ne le font pas, ça dépend des psychologues, une objectivation par des tests. Des tests qui sont des tests tout à fait reconnus, des échelles d'anxiété, des échelles de dépression, et surtout étudier l'état de stress post-traumatique pour voir s'il y a une adéquation émotionnelle entre les faits dénoncés et le ressenti émotionnel de la personne. Donc tout cela sera reporté dans le rapport. Après, il y aura la discussion avec d'abord déjà quelque chose de très important. La discussion doit être claire, elle doit être précise, elle doit être rigoureuse, elle doit être faite dans un langage qui est compréhensible par quelqu'un qui n'est pas psy. Si le psy pense qu'il y a des mots spécifiques qu'il faut employer parce qu'ils correspondent exactement à ce que l'on veut décrire, par exemple si on parle de dissociation péritraumatique, il faut expliquer le mot, expliquer ce qu'il en est. Ensuite, conclusion avec réponse à tous les points de la mission. Notre rapport au pénal est envoyé au juge seul, mais le juge ensuite ce sera diffusé aux parties et à leurs avocats. Après, comme il s'agit, puisque là nous parlons de viol, et que le viol est considéré comme un crime, le crime, normalement, doit se terminer
en cour d'assises. Il arrive que ce soit disqualifié, que ce soit correctionnalisé. Il y a un certain nombre de raisons, effectivement, parce que c'est vrai que la cour d'assises, c'est un moment extrêmement difficile à vivre et que certaines victimes peuvent très mal le vivre. Donc c'est vrai que, dans certains cas, le juge peut décider de disqualifier les faits. Mais sinon, normalement, ça arrive à la cour d'assises. À la cour d'assises, l'expert va être cité. Il va venir, il va exposer son rapport oralement et il va répondre ensuite aux questions du président de la cour, questions des jurés, il n'y en a pas toujours, mais il y en a parfois, questions de l'avocat général et questions des deux avocats, avocat de la défense, avocat des parties civiles. Ce qu'il faut savoir, souvent on demande, est-ce que le procès a un rôle thérapeutique ? Alors, le procès n'est pas une thérapie, ça n'est pas son rôle, mais malgré tout, il peut y avoir, si la personne plaignante est reconnue victime, une réparation symbolique par la loi, par le fait de reconnaître la culpabilité de la personne que la victime a accusée et avec la punition de l'auteur, qui cette fois ne sera plus un auteur présumé, mais véritablement l'auteur.